Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Aujourd'hui, je reçois Léo Brière. Bonjour Léo. Bonjour Malika. On arrive enfin à se voir. Enfin. T'es décalé quelques fois. Alors, tu es illusionniste, mentaliste et le grand public t'a découvert en 2018, année au cours de laquelle tu as atteint les demi-finales de la France à un incroyable talent. Depuis, on a pu te voir sur scène, dans plusieurs spectacles, dont le dernier, Existence, que tu joues depuis 2023. Exactement. Et on peut venir te voir d'ailleurs en ce moment même, du jeudi au dimanche, au Théâtre du Gymnase Maribel à Paris jusqu'à fin janvier. C'est ça, avant de partir en tournée un peu partout. Est-ce que tu peux nous présenter ton spectacle ? Existence, donc c'est un spectacle avant tout de mentalisme, bien sûr. C'est un spectacle très personnel qui parle justement de chacun de nous, de nos vies, de ces chemins qui s'entrecroisent comme ça à chaque instant. Je parle aussi de tous les choix qu'on fait dans la vie, puisque chaque choix, même le plus insignifiant, a des répercussions justement sur nos propres vies, sur celles d'autres personnes aussi qu'on ne rencontrera probablement jamais. Et justement, je trouvais ça intéressant de parler vraiment de nous. Je suis parti d'un constat très simple, c'est qu'en tant que mentaliste, je demandais toujours aux gens de se livrer, de penser à des choses très personnelles. Et moi, je le faisais jamais. Donc je me suis dit, on va se mettre sur un pied d'égalité, je vais me livrer moi aussi, je vais parler un peu de moi, comme ça le public va se livrer encore plus et on va vivre vraiment un moment de partage unique chaque soir. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec tes premières représentations ? Justement, je pense que c'est vraiment ce côté très personnel. Avant, je gardais une vraie distance vis-à-vis de tout ça. Et je me suis dit, ça sert à rien de monter sur scène et de jouer un rôle, de ne pas être soi-même. Et le fait justement d'être soi fait que le public aussi vit un moment très différent. Des moments drôles, des moments émouvants aussi. Parfois, on a des petites larmes. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qu'on partage qui est unique, qui est singulier. Et je trouvais que c'est ce qui était intéressant d'aller justement un peu au-delà d'un simple spectacle d'illusion. La suite, tu l'as dit, tu pars en tournée. Il y a déjà quelques dates, jusqu'en avril, je crois, Lyon, Deauville, Roubaix. Exactement, et puis on partira aussi en tournée fin 2025. Là, c'est vraiment le début de ce spectacle. Et tu as également sorti un livre donc, le 9 octobre qui s'appelle « La puissance du mentalisme », donc, que l'on voit à l'image, dans lequel tu livres quelques secrets. Oui, alors le but de ce livre, c'était surtout de faire comprendre au grand public ce qu'était réellement le mentalisme, parce que ça reste toujours quelque chose de très flou. Alors c'est de notre faute aussi à nous, les mentalistes, parce que justement, on joue toujours un peu, et on marche sur un fil, parce qu'on joue sur quelque chose de mystérieux, en disant attention, on n'a pas de don, il n'y a pas de pouvoir, mais en même temps, ce qu'on fait, c'est de la magie, mais ce n'est pas que de la magie, c'est un peu au-delà. Donc on reste très flou. Donc je voulais vraiment que les gens comprennent, ce que moi, parfois, à la sortie, encore il y a quelques jours, sortie du spectacle, il y a des personnes qui m'ont dit ah, c'est bon, je le sais, vous avez des dons. Alors non, il n'y a pas de dons, c'est vraiment des techniques rationnelles. Donc le but du livre, c'était de faire comprendre tout ça, de pouvoir apprendre des expériences aussi aux gens très simples pour pouvoir les reproduire et s'amuser avec sa famille, avec ses amis. Et puis d'avoir aussi quelques techniques qui peuvent servir dans la vie de tous les jours, parce que c'est l'intérêt du mentalisme, pour améliorer sa mémoire, pour améliorer son calcul mental. C'est quoi alors le mentalisme, une définition brève? Alors la définition du mentalisme, pour moi, c'est un art de spectacle avant tout, destiné à divertir, issu de la magie, mais dans lequel on met plein de techniques pour recréer des phénomènes paranormaux, tels que la lecture de pensée, les prédictions. Voilà. Mais du coup, c'est plein de techniques très rationnelles. Il n'y a rien de paranormal dans tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire le livre ? Le livre, je pense que c'est vraiment partie de ce constat de les gens me posaient plein de questions à la fin de mes spectacles en me disant mais je vous crois pas, comment c'est possible et tout. Et je me suis dit le fait justement de leur faire comprendre comment ça fonctionnait pouvait susciter aussi un intérêt un peu plus grand et de se dire ah mais en fait ça veut dire qu'il y a un vrai travail aussi, ce qui parfois est encore plus fort parce que si on avait un don ça serait beaucoup plus facile, il n'y aurait rien à faire. Donc il y a vraiment ce côté-là. Vous voulez faire comprendre que c'était du travail quoi. En fait je voulais vraiment que les gens comprennent ce que c'était et je voulais vraiment faire cette distinction entre justement tout cet aspect médiumnité, voyance et cet aspect spectacle d'illusion quoi. Tu t'aimes pas qu'on t'associe à... T'aimes pas qu'on dise de toi que t'es un médium? Non, parce que moi, ce que j'aime dire, c'est que la différence, c'est que les gens, je les arnaque aussi, mais je leur dis que je les arnaque. Moi, je pars vraiment de ce principe-là en disant, vous venez voir un spectacle, donc c'est un spectacle d'illusion, vous êtes là pour être bluffé, et tout ce que vous aurez vu est faux, même si ce qu'on va parler va être réel, pour le coup, puisqu'on va parler de souvenirs d'enfance, on va parler de moments marquants des vies des gens, de la mienne aussi, donc tout ça est vrai, le contexte l'est, mais après, ce qui se passe d'un point de vue, on va dire, magique, ne l'est pas. Ça veut dire que pour toi, tous les médiums, c'est des arnaqueurs? Alors, je ne vais pas dire qu'ils le sont tous, évidemment, mais en tout cas, en tant que mentaliste, souvent, je peux expliquer ce qu'ils font. Et je peux refaire exactement la même chose, alors que je ne prétends pas avoir de dons ni rien. Et du coup, je comprends les mécanismes en jeu, et on est quelques mentalistes comme ça, à voir justement comment ils procèdent. Et donc, la plupart du temps, cela nous gêne un peu, justement, de se dire, parfois, certaines personnes vont croire certaines choses et vont faire des mauvais choix dans leur vie à cause de ça. Donc moi, j'aime bien rappeler aux gens de simplement prendre du recul vis-à-vis de tout ça, et qu'en tout cas, ce qu'ils voient pendant 2 heures chez moi n'a rien à voir avec tout ça.
Est-ce que tu as d'autres projets dans les prochains mois? Il y a plein de choses, il y a plein de choses à venir. Déjà, c'est ce spectacle qui me prend énormément de temps. Et comme c'est un spectacle très personnel, c'est un spectacle aussi où je sors de scène en ayant vécu émotionnellement beaucoup de choses. Et ce qui n'était pas le cas sur mes précédents spectacles. Donc j'ai envie celui-ci de le développer le plus possible, de faire vivre cette expérience à un maximum de spectateurs à travers la France. Il y a le livre qui vient de sortir, donc là je commence à avoir les premiers retours. C'est aussi hyper intéressant d'avoir justement ces retours du public parce que j'ai l'habitude, moi en faisant un spectacle, de rencontrer les gens directement après. J'adore avoir cet échange. Et là, le livre, c'était un peu l'inconnu, puisqu'il y a ce côté où on n'a pas de contact direct. Donc, de recevoir les premiers messages sur les réseaux sociaux, ça permet de se dire, ah, finalement, les gens comprennent aussi le message que j'avais envie de faire passer à travers ce livre. Donc, il y a déjà tous ces retours là-dessus et plein de choses que j'ai envie de développer sur les réseaux sociaux. J'ai en train d'écrire aussi et de réfléchir à des prochains spectacles qui sont déjà dans un coin de ma tête. Donc, il y a plein de choses et plein de choses que j'ai envie de raconter aussi avec les gens. On va arrêter de regarder devant, on va regarder un petit peu derrière. Déjà, pour commencer, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi en Normandie. Comme moi. Voilà, je suis né en Normandie et c'est là que j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence avant de partir faire des spectacles. Tu es né à Argentan. Oui, dans l'Orne. Dans l'Orne. Et tu as grandi à C. C'est ça. Alors, je ne sais pas. Ouais, alors pour le coup, on est entre Alençon et Argentan, sur une petite commune de 4000 habitants. Enfin voilà, on est. C'était comment ton enfance là-bas? On est en campagne normande. C'était une enfance, j'ai envie de dire, normale pour le coup, avec des rêves de spectacle déjà. Déjà? Oui, moi j'ai commencé la magie, j'avais 7-8 ans, Okay. avec justement aussi à travers des émissions télé. Moi je regardais le plus grand cabaret du monde tous les mois et j'avais des gens comme Dany Larry qui me faisaient rêver en me disant un jour je veux faire ça. Dès qu'il y avait un cirque qui passait dans une commune, fallait que j'aille voir un spectacle. Enfin, il y avait vraiment cette envie de dire un jour c'est ça que je ferai. Ok. Ça a toujours été. T'avais des frères, des sœurs? J'ai des grands frères et sœurs. Voilà, ouais, je suis le petit dernier. T'as combien de frères et sœurs? Donc du coup, j'ai 2 grands frères et une grande sœur. Okay. Mais on a beaucoup d'écart, donc on n'a pas vraiment vécu ensemble non plus. Et du coup, les liens sont très différents, on s'entend très bien. Mais moi, du coup, j'avais ce côté un peu fils unique, du coup, en étant le petit dernier, en ayant cette chance que mes parents m'encouragent aussi et me suivent pour aller voir des spectacles. Et puis, c'était mes premiers spectateurs aussi. Donc, tu penses qu'ils t'ont plus encouragé que ceux qui t'ont précédé? Je ne sais pas s'ils m'ont plus encouragé, mais en tout cas, le rapport n'était pas le même du tout. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, non, ça m'a aidé aussi. Et aujourd'hui, tes frères et sœurs, ils sont fiers de toi? Oui, moi j'ai un de mes frères qui travaille souvent avec moi d'ailleurs, qui fabrique tous les décors de mes spectacles, qui a d'autres activités à côté, mais j'ai embarqué un peu plein de gens de ma famille comme ça. J'ai une nièce avec qui j'ai travaillé aussi, qui était chargée de production sur mon précédent spectacle. Enfin, voilà, j'ai embarqué une partie de la famille qui ne faisait pas du tout ça à l'origine, mais qui a voulu me suivre, donc c'est toujours sympa d'avoir ce soutien évidemment. L'enfance, tu dirais pour toi que c'est un bon souvenir? Oui. Oui, c'est un bon souvenir. Alors, c'était à l'école, c'était ce côté où non, je veux faire du spectacle. Oui, mais tu penses pas faire plutôt un vrai métier de la part des profs? Je pense que dans le monde artistique, on a souvent entendu ça quand on était enfant. Donc, il y a surtout pour le coup, dans une petite commune de encore plus. Oui, en fait, je pense que ce genre de rêve paraît inaccessible. Et donc, il y a ce côté, voilà, où les gens. Et je comprends aussi, puisque c'est de l'inconnu. Donc je pense qu'on a envie de se dire non, on ne peut pas faire ça, même de la part de mes parents qui m'ont toujours soutenu, qui étaient en mode pense peut-être à faire des études, pense peut-être à voilà, en me disant, je pense, en voulant surtout avoir une sécurité pour moi, ce qui est assez évident, je pense, et logique en tant que parent. Est-ce que tu étais bon élève? J'étais bon élève, mais j'étais un bon élève feignant. Je travaillais très peu. J'avais cette chance déjà à l'époque d'avoir une bonne mémoire, ce qui m'aide aujourd'hui beaucoup en mentalisme. Donc ce qui fait que je retenais beaucoup de choses sans avoir spécialement à travailler, ce qui ne peut pas durer éternellement dans les études. Mais donc voilà, j'avais ce petit confort, donc je ne me prenais pas la tête en me disant de toute façon tout va bien. Tu passais toujours les classes C'est ça, je passais les classes normalement et puis sans vouloir en faire plus, puisqu'après tout je me disais mais pourquoi vouloir faire plus puisque là ça le fait, tout va bien. Et à quel moment ça a commencé à être un peu plus compliqué? Déjà c'est au niveau du lycée, on sent un peu la différence. On sent un peu la différence où les moyennes baissent, mais on se dit, oh, bah, après tout, ça va. Donc moi, je suis allé jusqu'au bac comme ça, en ayant le bac, en me disant, mais voilà, je l'ai, regardez, je ne vais pas chercher à vouloir avoir une mention. Tu as passé quel bac? C'était un bac ES. Sans mention? Sans mention pour le coup, que j'ai eu comme ça, en étant, il faut le reconnaître, un peu feignant, je reconnais aujourd'hui. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Après, je suis parti directement faire du cirque. En fait, à l'origine, je voulais faire des études sur Paris d'ingénieur du son, parce que pour moi, ça me permettait de faire des études, donc de faire plaisir à mes parents, et en même temps, d'avoir un premier pied dans le monde du spectacle, dans un univers qui m'attirait énormément. Donc, je m'étais dit, je passe ce concours, si je peux, j'intégrerai cette école, tout va bien. Je sais ce que j'ai fait, mais j'y suis jamais allé. Donc, en fait, ce qui s'est passé, j'ai eu mon concours. Comme beaucoup de jeunes, je pense, qui vont quitter un peu leur famille, on trouve le logement à Paris, on va rentrer à l'école pendant l'été. Enfin voilà, tout est prêt. Et j'ai un ami qui était en tournée dans un cirque,
qui m'a dit, toi tu rêves de faire ça aussi, viens passer 2-3 jours pendant tes vacances. Voilà. Et je suis parti 2-3 jours, ils m'ont proposé de rester. Et tu faisais quoi dans le cirque? Alors au départ, je suis allé 2-3 jours comme ça, et puis après eux m'ont dit, mais nous on a besoin de quelqu'un pour gérer avec nous la tournée, pour gérer justement aussi l'aspect commercial, pour gérer la presse. Et ça, c'est dès que tu as eu le bac? Dès que j'ai eu le bac, et donc du coup je me suis retrouvé dans le bain directement. Et tu n'avais jamais goûté au cirque avant? Du tout. Enfin, je voulais faire ça, mais j'avais jamais eu l'occasion d'y être réellement. Donc je suis parti en tournée comme ça, un peu du jour au lendemain. Parce que tu me dis, 6-7 ans, j'ai eu le début de la passion. Donc comment elle se manifestait? Alors, 6-7 ans, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu mes premiers tours de magie, comme beaucoup d'enfants, je pense, des boîtes de magie à Noël, ce genre de choses. C'est juste qu'après, ça m'a jamais vraiment quitté. Donc j'ai continué toujours, moi, à travailler tout seul. Puis voilà, on est dans une petite commune en Normandie, il n'y a pas de club de magie, il n'y a pas de cours de magie, il n'y a pas d'école de cirque à côté, enfin, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut un peu tout faire soi-même, pour le coup. Heureusement, on est au début aussi quand même d'Internet qui se développe de plus en plus. Donc c'est-à-dire que ça permet d'aller chercher des informations, de pouvoir se commander des livres, enfin voilà, d'avoir accès aussi à des choses qu'on n'aurait pas pu avoir il y a quelques années auparavant. Donc en fait, tu faisais dans les livres à la maison. Donc voilà, je faisais toujours ça tout seul et le public, c'était vraiment la famille que j'impressionnais en faisant quelques tours de magie et voilà quoi, c'est vraiment venu... Comme ça, de 6 à 16 ans quoi. Oui, ouais, jusqu'à 16 ans où j'ai fait un premier spectacle pour le comité d'entreprise de ma maman, pour l'arbre de Noël, où ils se sont dit « Ah mais tu fais de la magie et tout, tu veux pas nous monter un spectacle ?» Donc j'ai monté un spectacle de mentalisme, pour le coup, c'était le premier. Mais c'est vraiment venu comme ça, tout seul. Et donc dès que j'ai eu cette occasion à 17 ans de partir réellement pour vivre une partie de mon rêve, je me suis dit « Allez, je fonce quoi ». Mais là, en fait, tu n'avais jamais fait tes preuves plus que ça. Ah, du tout. Ah non, c'est vraiment pas... Ça devait être vraiment terrifiant pour tes parents. Oui, c'était très compliqué pour eux. Alors j'ai eu cette chance qu'ils respectent totalement mon choix et qu'ils me disent bon bah c'est ce que tu veux faire. Parce que tu étais le petit dernier. En fait voilà, c'est pour ça je pense que j'ai eu ce privilège là. C'était aussi je pense que ce côté bon élève dont je parlais avant a fait que j'avais un an d'avance du coup. Ah oui. Donc ce qui fait qu'il y avait ce côté où ils se sont dit. Tu te reposais pas juste sur tes acquis si tu as eu sauté une classe. Parce que en fait je m'ennuyais à ce moment-là à l'école. T'es quelle classe? J'ai sauté le CM2, j'ai fait CM1 6e en fait. Ah oui. Ouais, donc c'était vraiment... Du coup, il y avait ce côté où sans travailler, je m'ennuyais, tout se passait. J'avais toujours, je pense que j'avais un petit décalage vis-à-vis de mes camarades sur mes centres d'intérêt. Puisque ce qui m'intéressait justement, c'était des spectacles, c'était des choses que les autres n'aimaient pas spécialement. Donc j'avais un petit décalage là-dessus. Ah non, le foot, pour le coup, c'était pas du tout ça. Donc j'avais ce décalage où moi, je préfère avoir des conversations avec les adultes plutôt qu'avec mes camarades de classe. C'était plus mature. Donc du coup, voilà, ça crée un petit décalage, ce qui fait qu'on se réfugie aussi dans des passions qui ne sont pas les mêmes que les autres. Et ce qui isole aussi un peu. Mais c'est pour ça qu'il y avait ce côté où bon, bah, du coup je fonce, je fais ce que j'ai à faire dans mon coin. Et puis voilà quoi, c'était vraiment... Il fallait quand même une certaine rigueur pour devenir un peu entre guillemets autodidacte juste avec les livres tout seul à la maison. Ah oui, par contre oui, pour ce côté-là, oui, il y avait, mais c'était plus le côté où du coup... Là tu travaillais. Là, je travaillais pour le coup. En fait, et même encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, mais en fait, tant que ça se passe bien, et quand j'avais cette chance-là de me dire, bon, bah, pourquoi faire ça plus alors qu'après tout, ça le fait. Donc, il y avait voilà, ce côté feignant là-dessus qu'il faut reconnaître, et qui n'est pas bien d'ailleurs, mais voilà, que je reconnais totalement aujourd'hui. Et à l'école, est-ce qu'il y avait une matière que tu appréciais particulièrement pour le coup, qui te faisait faire des cauchemars? Pour le coup, je suis très curieux, donc je m'intéresse quand même à beaucoup de choses. Donc, ce qui fait que tout m'intéressait d'une manière ou d'une autre. Après, forcément, il y a des choses que j'aimais moins. Moi, tout ce qui était physique, chimie, SVT et tout, c'était pas mon truc. Donc, pareil, je revenais à faire le minimum et du coup, ça allait, c'était pas catastrophique, mais c'est pas ce qui m'intéressait réellement. Mais par contre, voilà, j'avais toujours une soif d'apprendre quand même des choses que j'ai encore aujourd'hui et qui me sert encore plus en mentalisme pour le coup, de toujours justement connaître un maximum d'infos. Je trouve toujours ça intéressant et même sur des choses qui ne sont pas forcément à la base mon centre d'intérêt. Tu vois, j'aime bien découvrir, d'aller sur d'autres terrains. Je trouve que c'est intéressant de se remettre en question aussi, de ne pas rester dans une zone de confort là-dessus. Je trouve que c'est plutôt... L'école, ça commence à faire un petit moment pour toi, mais quel regard tu portes toi sur l'école française d'aujourd'hui? Alors moi, je pars de ce principe que justement, je n'ai pas été soutenu sur ce que j'avais réellement envie de faire. Par l'école? Par l'école, par les profs, par tu vois, des réunions. Est-ce que tu leur disais ce que tu voulais faire? Oui, moi c'était directement, je veux faire du spectacle, je serai magicien, je ferai du cirque et tout. Donc là c'est, non, pense à un vrai métier. Moi j'ai des souvenirs de réunions parents-profs. Ils te proposaient quoi en vrai métier? Mais du coup, ils n'avaient pas de proposition à faire. C'était intéresse-toi à plein de choses, regarde, mais non, faut pas penser comme ça. C'était surtout ça, et je me souviens justement de réunions parents-prof où c'était tout de suite, c'est oui, alors c'est bien ce que fait Léo, c'est intéressant, mais il faudrait quand même qu'il songe à trouver une vraie activité. Voilà, il y avait toujours ce côté-là. Alors c'est amusant parce que c'est des profs, notamment certains, qui sont venus me voir en spectacle depuis. Et qu'est-ce qui et avec qui j'ai échangé en disant, mais t'as bien fait de croire en toi et de voilà. Mais voilà, il y avait ce côté où. Il a fallu quand même qu'ils se. J'ai eu la chance d'avoir une prof du coup dont je me souviens particulièrement, une prof de français en seconde qui justement elle m'a complètement soutenu parce qu'elle n'avait pas pu réaliser des rêves aussi qu'elle avait envie de réaliser. Et elle m'a dit justement, même en seconde et tout, elle fait non mais Léo, je sais que
personne ne pense comme ça et tout le monde te dit l'inverse, mais s'il y a des choses que tu as vraiment envie de faire, bah, va au bout, donne-toi les moyens pour le faire. Et voilà, donc ça, c'est toujours intéressant de pouvoir même échanger encore aujourd'hui, de temps en temps, avec ces personnes qu'on recroise. Mais est-ce qu'il a fallu qu'ils fassent preuve d'humilité, ceux qui sont venus te voir en spectacle? Oui, c'était... c'est ça. Mais après, bon, là, ce que je dis, moi, j'en veux pas spécialement dans le sens où je comprends ce positionnement. Bah, on en revient voilà, sur quelque chose où on est dans une petite commune, Enfin, je pense que pour eux, c'est impossible ce côté-là. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, si je fais un passage télé, je sais que je reçois un message d'anciens profs et tout. Parce qu'il y a ce côté en disant « Ah oui, mais en fait, tu as réussi ça ». Et je pense que ça paraît impossible. Et moi, j'aime bien dire aux gens « Rien n'est impossible, il faut juste donner les moyens. » Et quand on veut réellement quelque chose, la plupart du temps, bah, on peut y arriver. Enfin, tu vois, ça en est la preuve aussi. Non, mais je veux dire, tu as un sacré mental. Bah en fait, ouais, je pense que c'est dingue, hein, t'as vu ça? Oui. Non, mais après, ouais, je pense que c'est essentiel. Mais je pense que oui, c'est essentiel et c'est ce qui me sert aussi aujourd'hui en tant que mentaliste. C'est-à-dire que mes spectacles me demandent beaucoup de travail, mais je me donne les moyens pour justement que ça fonctionne aussi et que ça réussisse et que ça attire le plus grand nombre. Parce que je veux dire, il a fallu vraiment que toi, t'aies confiance en toi et que tu crois en toi, quoi. Alors là, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien dire aussi, c'est que je suis parti d'un constat simple, mais je pense que c'est venu aussi de ces années, tu vois, avec l'école ou avec des gens qui me soutenaient plus ou moins en me disant oui c'est bien mais voilà, bah, je me dis si moi-même je ne crois pas en moi, qui va y croire? Et je suis vraiment parti de ça pour tout et tout ce que je fais quasiment dans la vie part de ça, en me disant bon bah par exemple tu vas me lancer un spectacle, bah, je vais pas forcément essayer d'aller convaincre un producteur, je vais le produire moi-même en me disant ben voilà je peux prendre ce risque là puisque je sais ce que je vais faire et donc du coup ça a marché et ça marche pour le coup et ça marche. Alors après il y a souvent des gens qui arrivent et qui se greffent au projet etc. mais j'aime bien justement être l'élément déclencheur en me disant mais justement je vais pas taper à toutes les portes, ça sert à rien, j'ai confiance dans ce que je vais faire et je crois en moi pour le coup. Si tu dois te projeter dans le futur, l'école de demain, tu la vois comment? C'est compliqué. Je pense que justement, ça s'ouvre de plus en plus à plein de choses. On s'en rend compte. Je pense que les profs aussi évoluent et se rendent compte qu'il y a des métiers qui n'existaient pas vraiment avant aussi, des filières différentes. Moi, ce que j'aimerais et ce que j'espère, c'est que justement, on laisse sa chance à tout le monde et écouter réellement les envies des gens. Que ce soit pour quelque chose d'artistique ou pas, hein, peu importe le domaine, mais en tout cas de ne pas casser ou briser quelqu'un qui a envie de faire quelque chose un peu différent, peu importe le domaine. Est-ce qu'il y a un autre métier qu'illusionniste que tu aurais eu envie de faire, plus jeune, plus petit? Alors les autres métiers étaient toujours dans le monde du spectacle et c'est pour ça que ça dérangeait tout le monde quand justement j'en parlais, puisque moi c'était soit du coup j'étais illusionniste, soit là-bas je voulais être Monsieur Loyal donc dans un cirque, ce que j'ai fait aussi pour le coup, ce que tu as fait à 18 ans, 17 ans. Ce que j'ai fait à 18 ans, un an après être parti justement, c'était... C'est quoi d'ailleurs Monsieur Loyal? Monsieur Loyal c'est le présentateur donc au cirque, c'est un peu le chef d'orchestre du spectacle qui présente les artistes et qui gère aussi le bon déroulement du spectacle, parce qu'à chaque fois voilà on était sur des spectacles avec une trentaine d'artistes de nationalités différentes, avec des prises de risques aussi, hein, au cirque on a. Et donc l'intérêt c'est que y a toujours des imprévus et que chaque jour il va se passer des choses différentes. Et donc l'idée c'est de pouvoir pallier à ça, de pouvoir s'assurer que le spectacle se déroule sans problème, de gérer les artistes avec. Et c'était une lourde responsabilité à 18 ans quand j'ai fait ça. Mais et après tu as même monté ton propre cirque. Et après oui j'ai produit mes propres spectacles de cirque. J'en revenais à si je le fais pas moi-même, qui va le faire? Voilà, c'était toujours déjà cet état d'esprit là. Et j'avais des artistes que j'appréciais énormément, j'avais envie de créer un spectacle avec eux. Et tu fais ça pendant combien de temps? Mon spectacle de cirque à la base c'était une tournée d'1 mois et demi. On l'a vraiment fait avec un ami pour se faire plaisir et en se disant on lance ce projet-là. Ça a été une aventure complètement folle à 20 ans. C'est un ami de l'Orne? Dans l'Orne il y avait quelqu'un d'autre que toi qui voulait faire du cirque? Non, je pense qu'on n'était pas deux à cette époque-là dans l'Orne à vouloir faire ça. Non, c'était un ami qui était du Sud. On s'était rencontrés sûrement avec nos expériences de cirque et voilà. Et lui aussi était un peu à foncer tête baissée dans des projets et c'est comme ça qu'on a pu faire ça. Et en 2016, tu te lances dans la magie? Et en 2016, oui, je reviens, on va dire, à mes premiers amours en me disant la magie, bon, j'en faisais toujours, mais j'en faisais comme ça, voilà, je m'intéressais toujours à ça, mais il n'y avait pas ce côté réellement spectacle et ça va réellement devenir mon activité. Et puis je me suis dit, la magie quand même, on fait vivre, surtout avec le mentalisme, des émotions très fortes pour les gens. C'est réellement ce que j'ai envie de leur faire. Qu'est-ce qui te décide à faire ce switch? En fait, ce qui se passe, c'est que je faisais des spectacles de cabaret en Normandie, justement, que je produisais aussi, dont je faisais la direction artistique. Et c'est le moment où j'ai eu envie de refaire un peu plus de magie, puisque j'étais chez moi, je faisais ce que je voulais, c'était l'avantage. Et j'ai refait notamment du mentalisme pendant la partie dîner des soirées. Et quand justement je voyais l'impact qu'il y avait, je me dis, ok, moi j'aime bien faire ça. Le public réagit de manière plutôt positive à ça. Est-ce qu'au lieu de faire juste des expériences de 10 minutes, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un spectacle entier et essayer de tenter sa chance à Paris avec ça? Et c'est ce qui s'est passé du coup. C'est vraiment parti d'un petit coup de tête encore pour lancer réellement le spectacle. À quel moment tu te dis, ça va être mon métier pour toujours, quoi?
Alors, même aujourd'hui, je ne sais pas si l'illusion en elle-même restera mon métier pour toujours. C'est le spectacle. C'est le spectacle. Puisque j'aime autant cet aspect coulisses de la production, de la création aussi, de la mise en scène. Il y a vraiment un spectre très large. Il y a beaucoup de choses dans ma tête, tout le temps, qui s'entrecroisent en permanence. C'est un beau bazar, mais ça va, j'arrive à les organiser à peu près. Et du coup, il y a plein d'envies. Donc à partir de ce moment-là, je fonctionne un peu comme une checklist avec des choses. Tu vois, j'avais envie d'être Monsieur Loyal, j'ai réalisé ce rêve. J'avais envie d'avoir mes spectacles d'illusion. Je ne suis pas encore là où j'ai envie d'être, donc justement, je le développe jusqu'au bout. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, je ne sais pas jusqu'où ça ira non plus. Mais vraiment, il y a ce côté-là. Et du coup, je me dis qu'une fois que ça sera atteint, il y aura peut-être encore plein d'autres choses à faire. Et puis, il y a l'émission qui t'a fait connaître du grand public, La France a un incroyable talent. Comment tu fais pour intégrer déjà le casting? Alors Incroyable Talent, ça faisait quelques temps qu'ils m'avaient contacté et moi, pour le coup, et pour être totalement transparent, j'avais pas du tout envie d'y participer. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une émission qui laisse la chance à plein de gens, donc ça c'est très bien. C'est une des seules émissions, notamment en France, où on peut, en fonction d'avoir des talents très différents, montrer à la télé ce qu'on peut faire. Donc tout ça j'aime bien, mais j'ai du mal avec ce côté de juger une performance artistique de cette manière-là, avec ce côté buzzer, avec ce timing imposé qui est de 2 minutes 30 je crois de mémoire. Enfin, c'est un format très très court. Tu sais mieux que moi. Je crois que c'est 2 minutes 30 ou 2 minutes, mais enfin, c'est vraiment très très court je trouve. Et moi j'aime bien, sur mes spectacles, mon spectacle dure 2 heures, j'aime bien pouvoir raconter quelque chose. Alors bien sûr il y a des formats courts à faire, mais je trouvais que le format s'adaptait pas spécialement à ce que moi j'avais envie de faire. Et que c'était une prise de risque, puisque je faisais déjà mes spectacles, que ça commençait à fonctionner. Et je me suis dit en fait je vais là-bas, c'est un peu à double tranchant. J'ai pas envie de risquer tout ça et de me retrouver avec une vidéo qui tourne sur les réseaux avec des buzzers parce que le jury n'a pas aimé ma performance, ce qui est possible. Donc voilà, il y avait ce côté-là et j'avais pas envie de casser tout ça. Donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai attendu avant de le faire, jusqu'à ce qu'un de mes producteurs justement me dise à ce moment-là, un coproducteur me dise ce serait peut-être bien quand même de le faire, ça pourrait apporter un coup de boost. Et là, avec mes co-auteurs, avec mon metteur en scène, on a travaillé justement des choses pour Incroyable Talent spécifiquement. Mais j'avais pas envie d'y aller comme ça en disant allez, on tente sa chance avec un numéro que je connais déjà. Enfin, ouais. C'est quelque chose un peu à part. Et du coup, maintenant, quel regard tu portes sur cette aventure? Sur le moment, je ne l'ai pas forcément bien vécu, alors que ça s'est bien passé. Mais vraiment sur le moment, parce que moi, c'était mes premières expériences en télé aussi, avec de la magie. Il y avait ce côté où, justement, un format imposé, alors que j'avais jamais eu affaire à ça, puisque moi, j'ai eu de la chance. Il y a beaucoup de magiciens aussi qui travaillent dans des cabarets, dans des choses, et donc on leur impose aussi des formats spécifiques. Moi, j'ai toujours eu cette chance d'avoir mes propres spectacles, et justement d'avoir cette liberté artistique. Oui. Donc là, en fait, ça m'a perturbé un peu d'avoir tout ça, et de devoir respecter un cahier des charges, et pas pouvoir faire réellement ce que j'avais envie de faire. Donc sur le moment, je l'ai un peu mal vécu, même mon passage en demi-finale et tout, alors que, tu vois, c'était quand même très positif, mais je me suis dit ah ok, le rendu du numéro c'est pas exactement ce que j'avais envie, enfin voilà. Et aujourd'hui par contre avec du recul je suis très content de l'avoir fait, beaucoup de gens m'en parlent, donc voilà. Mais forcément sur le moment j'ai pas, je pense, apprécié. Tu vois une différence avec le avant-après? Oui. Et puis, en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que je pense que ça contribue à une carte de visite. C'est-à-dire que les gens se disent ah oui, il a participé à ça, oui, il l'a fait. C'est quand même une référence. Plus de regret, quoi. Voilà, c'est une référence. Donc, il n'y a plus aucun regret. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais vraiment partagé avec tout ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Plein de succès sur les spectacles, déjà, c'est vraiment ça. Et puis de continuer justement à réaliser ses rêves et à remplir cette checklist qui s'allonge petit à petit en fonction de ce qui se passe. Merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. C'est déjà la fin de l'émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV.